Avec la valeur de l'or qui explose cette année, je pense qu'il est intéressant de bien comprendre quels sont les différents moyens pour investir dans l'or, avec leurs avantages et inconvénients, que ce soit en termes de fiscalité, de frais, de propriété ou de stockage. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va analyser graphiquement, avec des simulations, l'effet de ces différentes options sur l'évolution d'un investissement sur l'or. Alors avant de m'y intéresser, l'or me semblait être un actif assez défensif, mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que l'or a quand même un rendement moyen qui tourne autour des 7 à 8% par an. Et avec une explosion de la valeur de l'or de 23% l'année dernière et déjà de 60% cette année, c'est devenu difficile de l'ignorer. C'est pourquoi je me suis penché plus sérieusement sur l'étude de l'or en tant qu'investissement ces derniers mois, pour comprendre le rôle qu'il pourrait jouer dans mon patrimoine. Mon but étant d'éviter le FOMO, Fear of Missing Out, et de pouvoir prendre une décision à tête froide, en connaissance de cause et en ayant fait mes recherches et mes calculs. J'ai donc commencé par ajouter l'or à mon outil de simulation d'investissement, malibertéfinancière.fr, afin de pouvoir jouer avec les différentes formes d'achat de l'or et ses différentes fiscalités, et je vais m'en servir dans cette vidéo pour vous présenter visuellement mes réflexions. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous présente mes pistes de réflexion qui vous permettront peut-être aussi de vous forger votre propre opinion. Alors rapidement, avant de commencer à faire des simulations, pourquoi le prix de l'or explose ? Bon, je ne suis ni un économiste ni un spécialiste de l'or, donc prenez mes réflexions avec des pincettes. On peut citer l'affaiblissement du dollar ou l'instabilité géopolitique, mais personnellement, je pense que la vraie crainte, c'est le niveau d'endettement de beaucoup de pays, avec l'exemple de la France, mais plus particulièrement celui des États-Unis. Comment va faire la France, par exemple, pour continuer à payer les retraites, avec le vieillissement de la population et la baisse de natalité, sans continuer à faire exploser notre dette ? J'ai beaucoup de mal à voir d'autres alternatives qu'une dévaluation massive de nos monnaies, en particulier du dollar et de l'euro, et donc une augmentation naturelle des valeurs refuges comme l'or. Contrairement au dollar ou à l'euro, la quantité d'or miné et ajoutée chaque année aux réserves mondiales pourra difficilement dépasser plus de 2% par an. Donc sa valeur n'a pas le potentiel de se diluer aussi rapidement que celle des monnaies fiat. Un autre atout de l'or, c'est que c'est un bien qu'on peut posséder en dehors du système financier. Et donc que l'État ne peut pas nous le confisquer aussi facilement que d'autres actifs financiers. Un peu comme le Bitcoin, l'or se valorise entre autres grâce à sa quantité limitée et au fait de pouvoir le détenir soi-même pour en avoir la pleine propriété. Donc naturellement, comme je ne vois pas de scénario sans inflation massive à venir et que je voudrais diversifier mes valeurs refuges, j'ai tendance à vouloir acheter de l'or. Et dernier intérêt que je vois à la détention de l'or, c'est qu'il est décorrélé des marchés actions, c'est-à-dire que sa valeur ne suit pas spécialement l'évolution des marchés financiers et donc qu'il peut faire contrepoids dans un portefeuille aux actions en période de crise. Alors quelles sont mes options pour acheter de l'or ? Eh bien j'ai deux solutions, l'or physique et l'or papier. L'or papier, c'est un ETF, ou plus précisément un ETP, Exchange Traded Product. En gros, c'est un titre financier coté en bourse qui suit la valeur de l'or. C'est comme une action et l'émetteur de l'ETP détient pour vous l'or physique que vous achetez. Et vous pouvez en acheter très facilement sur n'importe quel compte titre. Ça a plusieurs intérêts, ça s'achète et se revend instantanément en un clic, pas de risque de vol chez vous, les frais sont très bas et se résument aux frais de courtage et aux frais de gestion autour de 0,12% par an. Et on peut en acheter en n'importe quelle quantité tous les mois. Mais ça a un gros inconvénient par rapport à l'or physique, c'est sa fiscalité. Les plus-values de votre ETF or vous seront taxées à la flat tax qui représente 30% de la plus-value. Donc très pratique, mais pas forcément optimal côté fiscalité. Presque un tiers de vos gains sera ponctionné par l'État. La courbe bleue représente la valeur de votre or et la jaune sa valeur après imposition. Et j'ajouterai aussi comme inconvénient qu'on ne sort pas vraiment du système financier, comme on ne détient pas l'or physiquement nous-mêmes. L'autre possibilité, c'est donc d'acheter de l'or physique, que ce soit sous forme de pièces ou de lingots. Mon choix se portera plutôt sur des pièces que des lingots, parce qu'elles semblent se revendre plus facilement et qu'il y a moins de risques de contrefaçon. Mais l'inconvénient principal de l'or physique, ce sont ses frais. Par exemple, à l'achat, on va vous facturer une prime. C'est un montant qui va s'ajouter à la valeur intrinsèque du poids en or. En général, pour les pièces, la prime représente entre 2 et 10% de la valeur en or. C'est censé permettre de rémunérer le vendeur pour la fabrication, le stockage, l'assurance, et surtout, c'est là qu'il va se faire sa marge. Et la prime peut aussi augmenter avec la demande. Plus les gens vont vouloir acheter un certain type de pièce, plus la prime peut augmenter. En général, plus la pièce contient d'or, moins la prime est importante en proportion. À la revente de votre pièce, les boutiques ne vous la rachèteront en général qu'au prix de l'or qu'elle contient, et probablement même un peu moins. Donc sauf à revendre entre particuliers, vous perdez la prime. Si par exemple j'achète une pièce de 20 francs Napoléon, j'aurai une prime de 4% à dépenser à l'achat par rapport au cours de l'or, et à la revente, je ne récupérerai pas la prime, et la boutique se servira en plus quelques pourcentages de marge par rapport au prix de l'or. Autre frais à prendre en compte, si j'achète ma pièce en ligne, j'aurai aussi des frais de livraison.
Et ça peut représenter 15 à 20 euros par pièce. Donc si j'achète une pièce tous les 6 mois, je peux moyenner les frais de livraison à 2,5 € par mois. Et on aura aussi des frais de stockage dans un coffre-fort si on décide que c'est trop risqué de stocker l'or chez soi. Ce qui peut représenter quand même 150 € par an. Mettons ici que je conserve mes pièces chez moi, tant que j'en ai pas trop, donc pas de frais de stockage. Du coup, si on regarde mon effort d'épargne, pour investir 100 € dans l'or, je vais quand même devoir débourser 7 € chaque mois. C'est vraiment pas négligeable, comme je perds directement 7% de mon investissement à l'achat. Mais le gros avantage de l'or physique, c'est sa fiscalité qui sera pratiquement toujours plus intéressante que celle de l'or papier. Pour rappel, avec l'or papier, sur un ETF, on est imposé à 30% sur la plus-value. Pour l'or physique, on a le choix entre deux fiscalités. La première est la taxe sur les métaux précieux, elle est très simple et représente 11,5% du prix de la revente. Si vous revendez 10 000 € d'or, alors vous paierez 1 150 € de taxes et garderez ainsi 8 850 €. Et la plus-value que vous avez faite n'entre pas du tout en jeu. À tout instant, il faut retirer 11,5% à la courbe bleue pour obtenir la courbe jaune qui représente la valeur de l'or après impôt. La seconde fiscalité de l'or physique, c'est la taxe sur les plus-values. Comme pour l'or papier, vous allez être taxé sur la plus-value, mais cette fois, le taux d'imposition diminue avec le temps. Plus vous allez attendre avant de revendre, plus le taux d'imposition baisse, jusqu'à disparaître au bout de 22 ans. Mais attention, ça commence fort avec 36,2% d'imposition sur les plus-values pendant les 2 premières années. On le voit bien ici, la courbe jaune du patrimoine après impôt va finalement rejoindre la courbe bleue du patrimoine avant impôt à la 22e année. Et évidemment, c'est cette fiscalité qu'on veut privilégier. Mais attention, pour en profiter, il va falloir pouvoir prouver la date d'achat de notre or physique, et donc il faut conserver nos pièces sous-scellées et garder la facture d'achat à notre nom. Alors pour faire mon choix entre l'or papier et l'or physique, et entre les fiscalités de l'or physique, il faut que je vous explique dans quel but j'investis, et donc mon horizon d'investissement. Mon but, c'est d'être libre de pouvoir arrêter de travailler d'ici 10 ans avec un patrimoine qui me permettrait de générer entre 2000 et 2500 € par mois après impôt et ajusté à l'inflation, tout en laissant de la marge à mon capital pour qu'il continue de grossir. Donc mon horizon de placement, ma phase d'accumulation est d'environ 10 ans avant de pouvoir commencer à extraire du capital pour me verser une rente. Et l'or, si j'en ajoute à mon portefeuille, n'y prendrait probablement qu'une petite place, peut-être autour de 5% de mon effort d'épargne. Construisons maintenant les simulations qui représentent mes différentes options. Du coup, si je décide de partir sur de l'or physique, je vais sûrement partir sur les critères suivants. Je vais considérer que j'utilise la taxe sur les plus-values qui sera plus intéressante. Je vais acheter des pièces plutôt que des lingots pour faciliter la revente. Probablement des 20 francs Napoléon ou des souverains britanniques, comme elles se revendront facilement et que ce sont des pièces avec une faible prime, en général moins de 3% de leur valeur en or. Elles ne sont pas trop chères, du coup je peux les acheter en DCA, une pièce tous les 4 à 6 mois par exemple. Et je devrais les acheter sous-scellés pour pouvoir profiter de l'abattement progressif de l'impôt avec la durée de détention. Stocker d'abord chez moi, puis peut-être en coffre au-delà d'une certaine somme. Et comme je passe régulièrement dans des grandes villes, je peux facilement en acheter en boutique pour éviter les frais de livraison. Et dans 10 ans, je pourrais quitter ma phase d'accumulation pour commencer à me verser une rente. L'idée c'est d'extraire juste ce qu'il faut, de façon à ne pas faire diminuer mon patrimoine, ce qui représente 121 € par mois. Donc j'ai mon patrimoine qui reste bien constant malgré ma rente. Et ici j'ai en jaune ma rente après impôts et frais à 106 € par mois qui va converger vers 117 € au fur et à mesure que mon taux d'imposition diminue. Et en bleu clair, l'équivalent en pouvoir d'achat lorsqu'on tient compte de l'inflation. Si maintenant je décide d'acheter de l'or via un ETF, je partirai sûrement sur l'Amundi Gold ETF, comme il est en euros, et que ça m'évitera d'ajouter un actif de plus indexé sur le dollar. Avec un achat tous les 3 mois pour diminuer mes frais de courtage, comme ils sont fixes à 2 € par ordre sur mon CTO chez Saxo Bank. Et des frais de gestion de 0,12% par an. Comme avec l'or papier, mes frais sont plus bas de 3 € par mois qu'avec la simu sur l'or physique, je peux donc augmenter mon effort d'épargne à 128 € par mois. Et toujours parce que j'ai moins de frais que sur l'or physique, je peux retirer un peu plus. Ma courbe de patrimoine est là aussi constante dans le temps, et c'est intéressant parce qu'on arrive évidemment à un capital un peu plus élevé comme il y a moins de frais, mais la rente va très vite être beaucoup moins intéressante qu'avec l'or physique, comme on ne bénéficie pas de la réduction progressive de l'imposition avec la durée de détention. Au bout de 4 ans, la simulation hors physique me versera déjà plus de rente que la simulation hors papier. Et à partir de là, la différence ne fera plus qu'augmenter en faveur de l'or physique. Ok, alors avant de conclure, j'ai quand même 2 autres points à mentionner en faveur de l'or papier en ETF. Le premier concerne le crédit lombard. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire un tour sur malibertéfinancière.fr pour jouer avec. Mais l'idée du crédit lombard, c'est qu'on peut emprunter de l'argent en mettant en collatéral un actif financier. Par exemple, je peux mettre 100 000 € de mes actions en collatéral pour obtenir un prêt de 50 000 € à 2,5% par an. L'intérêt du crédit lombard, c'est qu'au lieu de devoir revendre une partie de mes actifs financiers pour me verser une rente, je peux vivre du crédit qui lui ne sera pas imposé.
Et l'or papier en ETF est un actif idéal pour le crédit lombard, comme c'est un actif peu risqué et simple pour la banque à utiliser en collatéral. Comme pour la simulation de l'or physique, mon patrimoine continue d'augmenter, et ma rente est presque la même, voire un peu plus élevée. Mais à rente égale, mon patrimoine va grossir 2 fois plus vite avec le crédit lombard pour atteindre 40 000 à droite au lieu des 20 000 à gauche. Le second avantage de l'or en ETF par rapport à l'or physique, c'est l'expatriation fiscale. Si vous voulez partir vivre 1 ou 2 ans à l'étranger pour revendre vos actifs dans un pays avec une imposition beaucoup plus faible et donc purger vos plus-values, ce sera très simple avec de l'or sur un ETF. Et au contraire presque impossible avec de l'or physique, comme il faudrait passer des frontières. Donc pour conclure, et je ne vais parler que pour moi, je pense que je vais commencer à diriger sur l'or une partie de mon effort d'épargne. Possiblement autour de 5% de ce que j'investis tous les mois. Et comme pour le reste, je ne vais pas essayer de timer le marché. Par contre, je suis toujours assez indécis sur la forme, entre l'or physique et l'or papier, même si je me dirige petit à petit vers le choix d'un mix de pièces et d'ETF or. En fait, c'est un casse-tête sans fin. L'or physique me semble l'option la plus naturelle, comme c'est la forme ultime de protection contre le système financier et que sa fiscalité est imbattable, mais son stockage physique me rebute totalement. Je vous incite à faire vos calculs sur malibertéfinancière.fr et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des remarques qui m'aideront à prendre une décision.